Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et cette semaine avec moi, Cyril Benzaken. Bonjour Cyril. Bonjour Malika. Alors vous êtes sportif de très haut niveau puisque vous avez été 7 fois champion du monde de boxe thaï. Maintenant c'est fini et maintenant kickboxing. Exactement, champion du monde de kickboxing. Ah, pas de boxe thaï alors. Alors j'ai été champion du monde de boxe thaï une fois et 5 fois champion du monde de kickboxing. Ça fait 6. Ça fait 6, oui, les calculs sont pas bons. 5 et 1, 6. Bon, on n'était pas loin. En dehors parce que tu as comptabilisé le prochain avant. Oui, voilà. Moi, je suis toujours dans le futur. Mais en fait, si j'avais comptabilisé les prochains, je serais au moins 11, quoi. Ah, merci. Et en dehors des rings, vous êtes devenu l'ambassadeur d'une célèbre marque de vêtements. De sport, ouais, exactement. Que vous portez aujourd'hui, non? Tout à fait. Oh, ah oui, je n'avais même pas vu. Et vous être également mannequin. Alors, mannequin est un grand mot, mais en tout cas, j'ai eu la chance de faire quelques opérations avec des belles marques et être représenté, par exemple, par Elite aujourd'hui. Ah oui. C'est la classe de dire je suis mannequin pour Elite. Et vous donnez aussi des conférences au sein des entreprises. Exactement, je me développe de plus en plus en tant que conférencier en fait, où on aborde en fait le parallèle entre la performance sportive et la performance en entreprise avec plein de thématiques. Sur la gestion du stress notamment. Par exemple. Donc plutôt très occupé. Ça va, mais on trouve toujours le temps de venir nous parler de nos souvenirs d'école. Est-ce qu'il y a d'autres projets à venir? Oui, alors l'organisation de mon prochain championnat du monde, qui sera du coup le 31 mai prochain, au Grand Palais. Pour le 7e titre dont on parlait en avance. Exactement, dont on parlait tout à l'heure. Et du coup, c'est assez génial parce que c'est au Grand Palais éphémère, c'est une grande première. Et de manière un peu symbolique, c'est un bel événement dans la mesure où en fait, il n'y a eu qu'une seule fois un combat dans l'enceinte du Grand Palais. Et c'était Marcel Cerdan il y a 80 ans. Ah oui, quand même. Donc voilà, on essaye de marcher sur ses traces. Et ça met pas un peu la pression? Un petit peu, mais c'est de la bonne pression. Donc voilà pour les projets, on va dire, à court terme. De toute façon, on arrête de se projeter dans le futur, on revient dans le passé. Quel type d'élève étiez-vous? Alors ça dépend à quel moment de ma vie, parce qu'au début, j'étais plutôt un élève perturbateur qui aimait... À l'école primaire? Ouais, à primaire, très agité, j'aimais faire des blagues, j'étais tout le temps mis au coin, mis dehors dans le couloir, etc. Ouais. Ah, on vous mettait au coin, ça fait longtemps que j'avais oublié. Vous avez grandi où? J'ai grandi à Clamart, en banlieue parisienne. Une enfance heureuse? Une enfance très heureuse, un petit garçon bien en point, vous voyez, un petit peu rond, et qui aimait bien faire le comique, quoi. Et c'est comme ça que... Ça, vous en avez souffert des kilos en trop? Alors, je sais pas si j'en ai souffert sur le moment, je m'en suis peut-être pas rendu compte, mais oui, j'en ai forcément souffert un peu quelque part parce que quand on est jeune et un peu rond, il y a plein de choses dont on n'a pas accès, contrairement aux autres garçons. Le regard des filles, par exemple. Mais jusqu'à quel âge? Je sais pas, jusqu'à 14-15 ans. Et après, en fait, le problème, c'est l'image que j'avais de moi-même qui est restée, celle que j'avais à 12 ans, alors que j'étais plus ce petit rond. Et vous n'avez pas confiance en vous? Exactement. Et c'est pour ça que... Fuck les complexes. Hein. Exactement. Mais c'est pour ça que vous faisiez des blagues, en fait. Exactement. En fait, c'était un moyen d'exister au travers d'autres choses. Et ce qui est assez marrant, c'est que dès que j'ai commencé à devenir sportif, j'ai arrêté un peu l'humour. À quel âge, alors, le sport? J'ai commencé à m'y mettre sérieusement autour de 13 ans, 13-14 ans. Donc, jusqu'à 13 ans, un élève perturbateur, alors? Ouais, mais au début, j'étais quand même toujours un peu perturbateur, même si j'avais été sportif. Il m'a fallu quelques années de discipline sportive pour la transmettre à l'univers scolaire, quoi. Mais perturbateur, mais est-ce que bon élève? Moyen. En fait, au début, j'étais plutôt moyen élève médiocre. Vous savez, le genre d'élève qui est passable. Okay. Ça passe tout le temps juste. Médiocre, c'est pas passable. Hein. Ah oui. Bah non, alors passable. À voir. Bon, alors en fait, je passais tout le temps juste, quoi. Et frôle le redoublement, quoi, on va dire. Et en fait, il y a eu une année où quand justement la boxe commençait à devenir plus importante pour moi, donc au lycée, où j'ai eu une sorte de déclic et où j'ai commencé à avoir envie d'être meilleur élève et de mieux travailler. Et de là, je suis devenu meilleur élève, quoi. Et vos parents, leur rôle dans tout ça?
Bah, leur rôle, c'était de me dire va faire tes devoirs, travaille, il faut que tu fasses des études, etc. C'est important pour ton avenir. Donc ils m'ont poussé quand même dans une direction d'études, quoi. Et vous avez un frère? Ouais, j'ai un petit frère. Il était comme moi lui aussi, il était perturbateur, il aimait bien faire des bêtises. Et si je vous demande un souvenir d'écolier précis? Alors là, j'ai un truc qui me vient en tête, allez savoir pourquoi. En fait, le sol des classes, c'était une sorte de plastique. Et moi, je m'amusais à faire tomber mon compas. Pour le planter dans le sol? Pour le piquer tout le temps. Donc, les profs aimaient pas trop. Bizarre, oui. Ouais. Donc après la boxe, on a dit, ça arrive à quel âge, sérieusement? La boxe, elle est rentrée dans ma vie à l'âge de 13 ans. Et, Comment? En fait, tu sais, vous savez, c'est un peu cette histoire-là du jeune ado qui a envie de se retrouver dans un sport ou dans un univers. Et en fait, on me parlait de boxe. Et comme je commençais à faire un peu de sport, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer la boxe. Et je rentre dans une salle de boxe, mais vraiment pour essayer, pour m'y mettre. Et là, quand en fait je rentre, je vois une partie de la salle occupée par des athlètes de haut niveau, qui sont costauds, on va dire 20 à 30 ans. Et quand je les vois plein d'assurance, plein de testostérone et tout, je me dis, ah, c'est quelqu'un comme ça que j'aimerais devenir. Et en fait, cours après cours, je me mets à avoir de plus en plus d'envie, d'inspiration. Et en fait, je me dis, c'est ça que je veux faire de ma vie. Et du coup, en fait, très très vite, je me suis motivé et auto-persuadé que c'était ça. Et avant, aucun autre sport de pratiquer? Si, j'ai fait du judo assez longtemps, je sais pas, de 4 ans à 10 ans. Et après, je touchais à un sport par an, quoi, parce que mes parents me disaient il faut faire du sport. Donc, une année, je faisais du rugby, l'autre année, j'ai fait du hip-hop, j'ai fait un peu tout, quoi. Un peu quand même le judo, la boxe, des sports de combat, quoi. Ouais, des sports de combat, quand même, c'est vrai. Il y avait besoin de se défendre? De se défendre, ouais, je dirais de se défouler. Parce que, en fait, je suis assez calme, je suis très calme, très tempéré, mais dans ma tête, il y a tout le temps plein de choses. J'ai du mal moi-même à suivre des fois les conversations que j'ai envie de mener, parce que je pars dans tous les sens. Encore maintenant? Ouais, ça m'arrive souvent. Et vous le disiez, vous étiez un peu en surpoids, Ouais. mais drôle. Est-ce que vous étiez mise à l'écart pour ce surpoids ou maltraitée? Alors, je dirais pas maltraité, non, mais mise à l'écart, peut-être, oui. En l'occurrence, alors là, ça faudrait retourner dans le primaire, où, par exemple, il y avait les parties de foot, etc., ou les parties de jeux collectifs, où forcément, on n'est pas les premiers à être sélectionnés par ses copains, quoi. Oui, ça c'est vexant. Exactement. Mais il y avait Mais non, il n'y a pas eu de... pas de franchement, j'ai pas- grossophobie, pas de harcèlement scolaire. Non, ça va, j'ai pas eu de soucis. Juste, ça vous a donné un petit manque de confiance en Exactement. vous par rapport à la gente féminine, en fait, au final. Ouais, exactement. Et ça, c'est complètement réglé maintenant? Ouais, je pense, ouais. C'est grâce à la boxe que vous êtes amené à vous dépasser? Ouais, je pense que la boxe et tout ce que m'a amené la réussite sportive, ça m'a réconforté. Et voilà, après, sûrement que ça m'a aussi poussé à être un peu quelque part, quand on monte sur le ring, on est aussi un peu dans la séduction, le besoin de séduire. Je pense qu'il vient de là, d'un manque de confiance, et donc on cherche toujours à plaire. Alors malgré tout, aujourd'hui, je suis quand même quelqu'un qui j'aime pas décevoir des gens, j'aime bien Plaire que ça se passe toujours, bien, quoi. ouais. Ouais, c'est vrai. C'est une thérapie, là. Est-ce qu'il y a un prof qui vous a marqué? Oui, j'ai un prof qui m'a marqué grave, ouais. C'est un prof qu'on a eu au collège. Et en fait, c'est le genre de prof hyper dur et très très méchant. Prof de quoi? Prof de français. Ouais. Et je me souviens de lui, une fois, il y avait des élèves qui faisaient du bazar. Il a sauté par la fenêtre pour les gronder. Il avait un look. Il a sauté par la Ah, fenêtre? il faisait des trucs de fou. C'était un cascadeur. Ouais, c'était un cascadeur. Et en fait, il était tellement sévère on le craignait. Et en fait, il s'est ouvert au fur et à mesure des mois, etc. Et c'était super touchant. Et du coup, c'est devenu un prof que j'adorais. Et d'ailleurs, encore, quand j'allais courir avec la marche, je le croisais des fois. Il était super fier de voir que j'étais devenu athlète. Vous avez gardé contact avec? On n'a pas gardé contact, mais on s'est recroisés comme ça, quoi. Et c'était assez marrant. Aujourd'hui, vous êtes athlète de haut niveau, enfin sportif de haut niveau. Si vous n'aviez pas fait ce métier-là, quel aurait été le métier? Quels étaient les rêves, enfant? Enfant, je voulais être humoriste, en fait. Je voulais être humoriste. Ok. J'enchaînais les vannes, c'était mon kiff. Mais réussi ou
Il y avait un public pour ça? La vérité, réussi ou pas réussi, j'enchaînais tellement qu'au bout d'un moment, le 0 degré passe. Donc, ça faisait rire. Et de temps en temps, ça m'arrive suivant l'humeur, comment je suis, je peux me lâcher. Mais ouais, c'était vraiment vers ça que je pensais que j'allais m'orienter, quoi. Donc des métiers de lumière finalement. Ouais, sûrement. J'avais essayé d'ailleurs de faire du théâtre aussi. Quand ça? Bah, au collège, ouais. J'avais fait du théâtre. Mais là, c'est pendant 1 an. un truc qui reste dans un coin de la tête? C'est un truc qui reste dans un coin de la tête, dans la mesure où c'est vrai que, en fait, toutes les fois où j'ai dû faire des opérations dans ce sens-là, quoi, j'ai pris du plaisir et je me suis amusé. Et ça serait pourquoi pas un prochain défi. Alors, peut-être pas l'humour, mais Ça, on a compris que moins. voilà, ouais. Mais l'acting, en fait. Mais ouais, pourquoi pas, franchement, j'aimerais vraiment, en tout cas, essayer. Après, ça marche pas, je me donne les moyens et voir ce que ça donne. J'aime bien ce genre de défi. Et à quel moment vous avez su que vous pouviez vivre de la boxe? Bah, en fait, si Parce vous que c'est voulez, pas comme bien footballeur, c'est sûr, des métiers, enfin, il y a des sports un peu plus en fait, difficiles pour passer bien sûr, professionnel. vous avez raison. Et en fait, pour être honnête, la première fois, je l'ai su assez jeune parce que je savais que j'avais une flamme intérieure si forte que j'aurais la motivation pour travailler et en conséquence et faire en sorte d'en vivre. Ça, c'était dans ma tête. Mhm. Maintenant, quand est-ce que ça s'est matérialisé? C'est quand j'avais 23 ans à peu près, où là, j'ai commencé à voir que toutes les cartes, le château de cartes que j'avais commencé à construire, toutes les choses parasportives que je faisais, étaient en train de se mettre en place et j'allais pouvoir commencer à en vivre. Mais du coup, Donc c'est tardif au final. au final, ouais, c'est assez tardif. C'est presque 10 ans après avoir commencé. Et du coup, ça fait que à peine 10 ans C'est ça, que c'est votre métier, quoi. exactement. Vous avez également suivi des études en parallèle Ouais, de marketing. c'est ça. C'est terminé depuis quand? Bah, j'ai fini mes études du coup à l'université Paris-Dauphine en 2015, où je suis rentré en licence exactement, et après j'ai fait du marketing et je me suis spécialisé en entrepreneuriat parce que je savais que je voulais entreprendre dans ma vie d'une manière générale, puisque pour moi déjà le ring, la boxe, c'était déjà un travail d'entrepreneur. Donc, Parce qu'il y a l'organisation du combat, en plus, fait. C'est exactement. ça. Et c'est le cas pour chaque boxeur? Ah non, en fait, au début, vous avez un promoteur, un producteur quoi, qui produit vos combats, etc. Et vous êtes comme un intermittent, on vous paye pour votre prestation, pour votre combat. Et en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que, étant à l'école, étudiant un peu le marketing, etc., voyant qu'il y avait beaucoup de choses à faire sur l'image, sur comment monétiser la performance au-delà de la performance elle-même, je me suis dit, je pense que je vais jamais réussir à faire des combats tels que je les imagine ou tels que je les rêve, alors je vais les faire moi. Et du coup, c'est Il n'y en comme a ça pas que beaucoup qui font ça au final, alors? il y en a quelques-uns, mais c'est rare. On est moins de 5 en France. On doit être 4, 3, je sais pas. C'est vraiment très peu nombreux. Aux États-Unis, il y avait le modèle en fait d'un célèbre boxeur qui s'appelle Mayweather, qui était très connu parce qu'il gagnait beaucoup d'argent. Mhm. Et lui, c'était son cas. Il avait monté sa propre production, etc. Et donc, il m'a un peu Bah, inspiré. ça veut dire que même si vous arrêtez de boxer, vous pourriez produire d'autres boxeurs. Exactement. C'est l'idée, non? Bah, pourquoi pas. Ouais. Non, je sais pas. Alors, pour l'instant, j'y pense pas encore, mais oui, ça pourrait être l'idée, ouais. Vous pensez pas à l'après-boxe? Si je pense à l'après-boxe, mais plus sur d'autres transversales, notamment l'intervention d'entreprise, comment on appelle ça, monter peut-être une salle de sport. Mais la partie production, je la vois, mais plus large. C'est-à-dire que je me dis, oui, peut-être continuer à faire des événements de boxe, mais pourquoi pas aussi faire des événements qui n'auraient rien à voir avec la boxe. Comme quoi? Bah, comme une agence de com, parce que finalement, je me suis dit, un jour, un copain me dit, c'est comme une agence de com, mais que tu fais que pour toi, en fait, parce que c'est entre guillemets moi qu'on vend, etc. Et donc, je pourrais le faire pour vous, pour quelqu'un d'autre, ou pas une personnalité, pour une marque, tout dépend. Donc, j'imagine que. Donc là, on revient finalement sur les études, la communication. Là, on le revient sur les marketing. études, exactement. Et concilier les deux à l'époque, c'était pas trop difficile? Si, ça a été très. Bah, au début, non, ça allait. Il y a eu une période où tout allait bien. Et il y a eu des moments où notamment quand j'étais à Dauphine en licence, où c'était très très dur. J'arrivais nulle part, ni en boxe, ni à l'école. Pas de Ouais. temps. Bah, en fait, j'arrivais pas à mettre mon cerveau sur le bon curseur. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit là, je m'éparpille trop. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? C'était de réussir mes combats. Donc, je me suis focalisé sur ma saison de boxe. Elle a fini quelques semaines avant mes partiels. Et dès que j'ai fini ma saison de boxe,
j'ai switché en mode école. Et là, j'ai bossé et le cerveau était beaucoup plus efficace parce qu'il n'était pas sur deux trucs à la fois. Donc, des fois, c'est vrai que c'est pas évident d'être sur plusieurs. Mais du coup, est-ce qu'on peut considérer que vous n'avez pas eu une jeunesse vraiment consommée, classique? Oui, ah bah, les soirées du jeudi soir étudiantes, je les ai pas beaucoup faites. J'ai dû en faire 2 dans ma vie, quoi. C'est un regret, J'ai ça? pas... Non, franchement, c'est pas un regret parce que le kiff et la passion que j'ai pour la boxe et ce que ça m'a procuré, c'est quelque chose de tellement fort que je regrette pas du tout à côté de ça, quoi. Les soirées que j'ai pu rater ou je sais pas, enfin, les relations. Vous êtes rattrapé depuis? Ouais, je me suis rattrapé. Ouais. Vous savez que je suis très sage. Oui, non, je rigole. Pour charrier. Et à contrario, est-ce que les études, bah oui, elles ont aidé dans la carrière sportive ou... Bah oui, complètement, parce qu'en fait, déjà, elles m'ont aidé à me construire sur tout ce qu'il y avait autour. Et aussi, finalement, elles m'ont permis d'intellectualiser un peu plein d'aspects. On apprend à l'école une stratégie sur mener un projet. Ben, pour mener un combat, c'est un peu pareil. Et donc, oui, elles m'ont aidé, ouais. Bon, l'école, c'était il y a pas si longtemps, mais quel regard vous portez sur l'école d'aujourd'hui? Ah ben, vous savez vous le savez peut-être pas, c'est que j'ai enseigné cette année. Ah bon, ça? Je suis devenu enseignant. Ah bon, Je vous professeur? promets, je suis devenu professeur. Mais en plus, professeur à la fac, à des étudiants qui avaient mon âge pratiquement. En fait, à Dauphine, j'interviens Enfin, vous avez 32 ans, hein. Il y avait un élève de 32 ans. Il y en avait un seul. On n'a dit pas l'âge comme ça, c'est pas bien. En marketing alors? Et du coup, en gestion de projet, en Master 2 entrepreneuriat, et je les accompagne. Et bon, c'est des élèves du coup en dernière année d'études, donc ils ont 25 ans à peu près. Et en fait, bon, ça c'est des élèves qui sont pas à l'école, mais du coup déjà, ce que j'ai ressenti sur l'école d'aujourd'hui, c'est qu'elle a complètement changé parce que le cerveau des plus jeunes fonctionne de manière très différente dans la mesure où aujourd'hui avec les portables, les applications, les réseaux sociaux, en fait il y a une espèce de stimulation constante sur plusieurs choses qui fait qu'en fait les plus jeunes sont capables de faire plein de choses en même temps, mais ils ont beaucoup plus de difficultés à aller loin dans une tâche. Et du coup, ce que je vous disais sur le fait de... Moi, il y en avait que deux, c'était ma compétition sportive et mes études. Il a fallu que j'aille à fond dans l'une pour réussir l'autre. Et en fait, pour aller à fond dans une matière ou dans quelque chose, bah, c'est important d'arriver à se concentrer. Et je trouve que... Il n'y a plus de concentration. Bah, c'est beaucoup plus dur parce qu'il y a plein de stimulations extérieures, quoi. Donc c'était mieux avant? Je dirais pas, ça fait vieux ça par contre. C'est vraiment phrase de vieux. C'était pas mieux avant, mais c'était différent et le monde est en changement. Mais par contre, des fois je me dis, notre génération, parce que en fait les générations un peu plus âgées que nous, elles n'étaient pas conscientes de tous les enjeux du numérique, ce que ça pouvait provoquer chez les jeunes. Donc ils les ont laissés utiliser tout ça. Et que nous, en fait, on a un peu un devoir parce qu'on a connu les deux, on a grandi, on n'avait pas tout ça. Et ben de rappeler aux plus jeunes que voilà, la vie, c'est pas que les réseaux sociaux, que aussi. Comment on fait pour leur rappeler? Eh ben, je sais pas, j'ai pas de programme politique, mais. Bah alors, professeur! Non, comment on fait pour leur rappeler? Bah, on essaye de les faire vivre sans. On essaye de leur faire consommer autre chose. L'autre jour, j'ai vu une interview tellement belle d'une personne qui était une grande lectrice, qui n'avait jamais vu un film. Je me rappelle plus du nom du film, mais qu'elle avait fait que lire ce livre et du coup, elle l'avait imaginé complètement différemment que comment il a été interprété en film. Et du coup, bah, ce genre d'activité, la lecture, je pense qu'elle devient de plus en plus rare. Moi, je peux que vous encourager. Ouais. Je sais, vous êtes une grande lectrice. Faire travailler son imaginaire, quoi. Exactement. Et la créativité, je pense que du coup, des artistes, elle doit être différente d'avant parce que voilà, il n'y a plus toute cette créativité qui se développe dans la lecture, dans le néant, en fait. S'il y avait une chose à changer dans l'école d'aujourd'hui? En fait, ça serait de mettre moins de volume de cours. Parce que je pense que c'est comme à notre époque, il y avait quand même beaucoup de volume de cours, plus d'intensité dans les cours et moins de volume, et donner, si vous voulez, des responsabilités sur le corps humain. C'est-à-dire que je pense que pour être bien dans sa tête, il faut être bien dans son corps. Et en fait, encore aujourd'hui en France, on n'a pas envie d'aller à l'EPS. Et le prof d'EPS, il est fatigué. C'est l'impossible. Il est éclaté au sol. Mais oui, non, mais c'est un prof, il donne pas envie de faire du sport.
déjà le mot EPS, c'est du sport. Ça existe encore, EPS? Je sais pas, mais il faut appeler ça du sport. C'est du sport. Et je pense qu'au travers du sport, justement, il y a plein d'élèves qu'on peut arriver à stimuler et à mieux les faire bosser le Donc matin. plus de sport alors? Ouais, je dirais comme les modèles américains où on travaille le matin et l'après-midi on a sport. Mais du coup, on a sport tous les jours, quoi. Et un conseil pour les sportifs qui voudraient mener de front les études et le sport? Eh ben, je leur dirais que si on vous dit de faire des choix, N'en faites pas. n'en faites pas, exactement. Prenez tout ce qu'il y a à apprendre. Et au même titre, ce que je dirais, alors j'ai pas la chance de pouvoir faire ça, mais si j'étais une femme, parce que je sais qu'on dit souvent aux femmes, qu'est-ce qu'on vous conseille entre faire une carrière ou faire des enfants? Et ben, pour avoir discuté avec des tantes, etc., me disent non, il faut pas faire de choix, les deux sont possibles. Donc pas de Et, choix. Non, c'est s'écouter en fait soi, plutôt s'écouter soi. Et si on sent qu'on peut faire les deux, on fait les deux. L'école de demain pour vous, c'est quoi? L'école de demain, comment elle va être? Je pense qu'elle va être à distance. On va voir les On va plus à l'école. Comment je la vois ou Oui, comment bien j'aimerais sûr. qu'elle soit? Non, comment vous la voyez dans quelques Comment années? je la vois? Je pense qu'elle va s'orienter vers ça, avec de moins en moins de présence, de plus en plus de contenu. Alors j'espère que ça restera interactif, ou peut-être que ça va être des enseignants hologrammes, qui vont sortir Carrément, on est... chez soi, hop. Donc on va plus se sociabiliser alors. Enfin, les enfants vont plus entrer en contact les uns avec les autres. J'aimerais que oui, mais c'est un lieu de rencontre, des amis pour la vie. Bien sûr, moi j'aimerais que ça soit dans ce sens-là, mais je vous dis comment je l'imagine par rapport à la direction que prend le monde, quoi. Mais qui va s'occuper? Qui fait l'école? Les parents alors? C'est-à-dire ils doivent suivre un programme. Ouais, mais qui s'occupe de les garder? Ah, mais je pense qu'on sera dans un système où... Oui, de les garder, vous voulez dire? Je sais pas, c'est une bonne question. Ouais. Elle n'est pas encore aboutie, hein? Ouais, elle n'est pas encore aboutie, tant mieux, parce que j'aimerais pas que ce soit comme ça. Bon, en tout cas, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Plaisir. C'est déjà la fin pour nous de l'émission. Okay. Oui, merci Cyril d'avoir partagé tous vos souvenirs. Avec moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV. À bientôt.